D'abord, je tiens à remercier l'Académie pour cette invitation à conclure ce colloque très riche sur Victor Vermorel. J'ai appris beaucoup de choses. Un personnage comme les communications successives l'ont souligné, qui se caractérise par la diversité de ses champs d'action. Industriel, négociant, homme de science, vulgarisateur scientifique, propriétaire agricole, homme politique, évergette de sa ville, donc un homme à la personnalité très riche. Conclure un tel colloque n'est pas simple, surtout après l'intervention de M. Claudet, qui connaît parfaitement les archives de Victor, les archives de la famille Vermorel. Alors, je vais essayer, l'objet de mon intervention, donc ce ne sera pas de proposer un résumé des communications, puisque vous avez écouté attentivement, elles étaient riches, variées. C'est plutôt de proposer un ensemble d'observations qui visent sur un certain nombre de questions qui ont émergé, sur des points abordés dans les communications, ou bien lors des discussions. Donc, j'ai essayé de prendre en compte justement le contenu des communications et des discussions, ce qui explique que j'ai remodelé ce que j'envisageais de faire comme conclusion après avoir lu les textes. Ces observations, je les ferai... Celui-là va mieux. Il y a des coups de feu. Oui, bon. C'est bon ? Voilà. Ces observations, je les ferai aussi, il faut que je dise de quelle position je parle, en fonction de mes champs de recherche privilégiés, puisque je suis spécialiste d'histoire économique et sociale contemporaine, et plus particulièrement donc, du patronat et de l'histoire des entreprises. Alors, il y a un terme qui a été repris plusieurs fois, c'est la notion de self-made man. Victor Vermorel, self-made man. Ça me permet d'enchaîner de faire l'enchaînement avec l'intervention de M. Claudet, qui a fini sur disons, le début de la notice nécrologique, ou du petit opuscule nécrologique de Baffoley sur Victor Vermorel. C'est lui qui utilise ce terme dès les premières lignes de son ouvrage. Donc, ce terme, évidemment, il est d'origine anglo-saxonne, notamment des États-Unis, où il a été propagé par tout un ensemble de publications, magazines, de nombreux ouvrages, et notamment d'un écrivain très prolixe qui s'appelle Horacio Alger, et qui, dans plus de 135 publications, a présenté, disons, des histoires toujours avec plus ou moins la même trame. Un jeune homme de basse extraction qui quitte la ferme familiale pour monter à la grande ville, chercher fortune, et où, grâce à une volonté de faire, un travail acharné, une moralité irréprochable, et parfois un peu de chance, sauver la fille du patron du feu, ça peut aider, il parvient à s'élever, comme disent les anglo-saxons, from rags to riches, c'est-à-dire des haillons à la richesse. Donc c'est un discours, le discours du self-made man, c'est un discours qui est, disons, rodé, qui a une structure et qu'on retrouve très couramment dans les nécrologies patronales anglo-saxonnes, sur les grands magnats de la fin du XIXe siècle, mais aussi en France. Alors, la question, c'est pas de nier qu'il n'y ait pas de parcours de self-made man, de parcours à la Carnegie, où on part de rien et on devient immensément riche, mais y compris aux États-Unis, le travail des historiens économistes, c'est justement le rôle de l'historien de s'intéresser au discours et de voir ce qu'il y a derrière le discours et à quoi correspond la réalité. En fait, ce qu'il montre, c'est que ce profil, il est très rare. Il est très rare que ce patronat américain, ce grand patronat américain du tournant du 19e et du 20e siècle, il était issu de milieux favorisés. Ces patrons, c'était essentiellement des hommes blancs, issus non pas d'immigration récente, mais de familles installées aux États-Unis depuis déjà un certain temps, et issus de familles de classe supérieure ou moyenne, qui disposaient d'une bonne éducation, ou au moins d'une éducation supérieure aux standards du temps. Alors, autre remarque, c'est que le self-made man, oui, il y a des cas d'enrichissement rapide, mais la question pour s'implanter dans l'élite, c'est pas seulement de s'enrichir, d'être un parvenu, c'est de s'enraciner et de durer. C'est la question
la durée dans le temps. On sait bien que l'histoire est très riche en enrichissement rapide. On peut faire une spéculation heureuse, mais qui peut être suivie rapidement par une spéculation malheureuse et une chute tout aussi rapide que l'enrichissement. Et on sait très bien aussi, encore aujourd'hui, hein, quand on fait la démographie des entreprises, si on utilise ces termes de démographie, c'est que la mortalité infantile et la mortalité infantile, c'est-à-dire à 1 an et à 5 ans des entreprises, elle est très élevée. Hein. Donc il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Donc il ne suffit pas d'avoir des qualités personnelles, il ne faut pas nier les qualités personnelles pour la réussite entrepreneuriale, mais il y a d'autres facteurs qui jouent, sur lesquels il faut s'interroger. Et clairement, les études sur le patronat et sur l'histoire du patronat montrent que, quelles que soient les qualités personnelles de l'individu, il ne peut pas réussir durablement si c'est un individu isolé. Si c'est un individu isolé, s'il ne peut pas compter sur le soutien, et c'est un terme qui est intervenu aujourd'hui, qui a émergé et qui me semble très important, c'est la notion de réseau de solidarité. Un individu, ce qui apparaît clairement, c'est qu'un entrepreneur qui réussit, c'est qu'il a pu bénéficier initialement, puis qu'il a éventuellement pu construire ensuite des réseaux sur lesquels il a pu s'appuyer. Alors, ça peut être des réseaux familiaux, des réseaux amicaux, des réseaux d'affaires, clients, fournisseurs, banquiers, qui peuvent être recrutés dans des cercles plus ou moins larges, reposant sur des liens de confiance réciproques, avec des origines diverses, et des réseaux, des liens de dépendance, des liens de solidarité qui peuvent se resserrer, se détendre au gré des circonstances. Donc, il ne s'agit pas de nier le dynamisme, la curiosité intellectuelle, la créativité, les capacités de travail et d'animation de Victor Vermorel qui ont été mises en évidence tout au long de ces 2 journées, puisque ce sont des qualités du personnage qui ont joué un rôle important et qui ont été illustrées tout au long des différentes facettes de Victor Vermorel, mais c'est d'insister sur le fait qu'il a pu aussi s'appuyer sur un certain nombre de réseaux. Et d'abord la famille. Réseau familial, dès le départ. La famille est souvent le premier réseau de solidarité quand on étudie de façon un peu approfondie les aventures entrepreneuriales. Et si on regarde un peu en détail, celle de Victor Vermorel, elle lui a fourni quand même quelques atouts. Premier constat, c'est que le processus d'ascension sociale, c'est son père qui l'a commencé, au moins, d'après les informations qu'on peut avoir. Il était engagé par Antoine, Jean-Pierre Chantin l'a suggéré, on le voit à travers un certain nombre d'allusions dans les textes qui vous ont été présentés, puisque Antoine, il s'est hissé au sommet de cet artisanat rural traditionnel que Gilbert Gardier, qui était là ce matin dans sa thèse sur le Beaujolais, Gilbert Gardier a montré que cet artisanat rural traditionnel, il a atteint son apogée dans les années 1850-1860. Et progressivement, ensuite, il s'efface en raison du mouvement d'ouverture des campagnes, par la route, ouverture grâce à la route, grâce au chemin de fer, et donc une évolution qui ouvre la voie aux articles plus industriels, moins chers, et aussi de meilleure qualité, parce qu'il ne faut pas forcément assimiler produits industriels et mauvaise qualité. On constate que, y compris, secteur que je connais mieux, mais dans le textile, dans l'industrie cotonnière, le filage ou la filature à l'usine était plus régulière que la filature à domicile, et donc de meilleure qualité. Donc, Antoine, il a saisi les perspectives que pouvaient offrir les débuts de la mécanisation. Il a su percevoir les perspectives qu'offraient les débuts de la mécanisation du travail agricole. On a évoqué, ou on évoque souvent la mise au point de Satarar et différents instruments. Lui, on voit aussi l'évolution, puisqu'il se déclare menuisier, quand on regarde l'acte de naissance de Victor. Il se déclare menuisier, et à son décès, lors de la déclaration de décès, il est présenté comme mécanicien, et plus menuisier. C'est une évolution qui reflète aussi qu'on peut mettre en parallèle avec la substitution des outils en métal dans les campagnes à ceux en bois.
En fréquentant les foires aussi, on sait qu'il a fréquenté les foires, on sent bien qu'il vise déjà à s'extirper du local, à étendre son rayon de diffusion, de production. Et donc, quand Victor lui succède, il peut s'appuyer déjà sur, sur cette dynamique, qui est modeste, mais c'est une dynamique réelle. Puisque l'artisanat traditionnel, en 1906-1911, hein, 50 ans plus tôt, dans les années 50-60, l'artisan il est souvent avec 2, 3, voire 4 compagnons autour de lui. 1906-1911, il est isolé. Hein, c'est plus qu'un artisan seul. Donc il y a une crise de l'artisanat que Antoine ne connaît pas. Deuxième atout, c'est une famille qui est sensible à l'éducation. Ce début d'ascension sociale a quand même permis à Victor, à Antoine, de financer les études de Victor, notamment le lycée, et à Victor d'acquérir un niveau de formation intellectuelle bien supérieur à celui de la masse de la population de l'époque. Alors, on a rappelé à plusieurs occasions que Antoine a interrompu les études de son fils. Alors, c'est vrai que ça a pu susciter une frustration auprès d'Antoine, on peut le comprendre, et un moteur qui explique cette soif de connaissance, hein, cette soif de connaissance, de reconnaissance dans les milieux scientifiques. Mais il faut rappeler qu'à l'époque, hein, où Antoine était au lycée, c'était guère plus de 4 à 5% des jeunes gens de 8, des jeunes hommes de 8 à 18 ans qui fréquentaient l'enseignement secondaire, et que l'interruption des études à ce niveau-là était fréquente. Donc ce n'est pas une exception, cette interruption d'études. Donc, il n'en reste pas moins que Victor a bénéficié d'un milieu familial sensible au rôle de l'éducation. Il faut aussi rappeler que parmi les déclarants lors du décès d'Antoine, vous avez un neveu qui lui-même est instituteur. Donc, dans la famille, il y a une sensibilité à l'enseignement, à l'éducation, à la transmission du savoir. Et donc, malgré l'interruption de ses études, Victor a pu acquérir, ça a été rappelé ce matin, disons d'abord établir des liens de sociabilité avec des jeunes gens qui ont suivi le même cursus secondaire, donc qui appartiennent quand même à cette couche supérieure hein, d'un point de vue de la formation intellectuelle, et puis acquérir aussi, disons, les outils intellectuels qui lui ont permis d'approfondir seul, de façon autonome, ultérieurement, ou par le biais des réseaux qu'il a pu mettre en place hein, dans le domaine scientifique, disons, approfondir ses connaissances et participer, animer à de multiples sociétés savantes, comme cela a été rappelé. Cette formation, elle a été complétée par une formation pratique hein, au sein de l'entreprise paternelle, mais on l'a rappelé aussi en Allemagne, où il a complété ses compétences en acquérant et en approfondissant un savoir-faire dans le travail des métaux non ferreux, qui n'allait pas de soi, hein, qui est quand même un domaine spécifique. Et ce voyage en Allemagne n'est pas sans faire penser hein, au voyage d'initiation compagnonique. Je n'ai pas plus d'informations, mais le fait nous dit que le père de Victor a été compagnon, donc il a dû faire, c'est à approfondir, mais au moins, il n'en reste pas moins qu'il appartient à